Je viens d'écouter sur France Culture, dans les nouveaux chemins de la connaissance, je crois que ça s'appelle Françoise Dupont, parlant de Virgile. Et ça m'a beaucoup interpellé ce qu'elle disait sur Virgile, parce que, si j'ai bien compris, enfin ce que j'ai retenu, c'est que, d'abord, le récit de l'Énéide est une espèce de calque de celui de l'Odyssée, c'est-à-dire qu'il ne fait que transposer, souvent sous un mode satirique, d'une certaine manière, l'Odyssée. Et puis, il y a aussi cette question qu'apparemment, dans bien des cas, chez Virgile, notamment dans les Géorgiques, que je n'ai pas très bien compris, pas très bien suivi plutôt, on a quelque chose qui est en prose et qu'on transcrit en vers, avec aussi une dialectique entre le grec et le latin. Et vous savez que dans mes travaux sur Nostradamus, j'ai montré que les quatrains de Nostradamus étaient des mises en vers de textes en prose. N'est-ce pas? On n'est plus dans cet état, cette recommandation aujourd'hui qui est un peu anachronique, quand on la transpose vers le passé, du poète qui écrit directement en vers, et donc qui est complètement responsable de son travail en vers. En réalité, ce sont des textes en prose que l'on transpose de façon plus ou moins rigoureuse en vers. Je veux dire par là que c'est plus le signifiant que le signifié qui est déterminant dans la poésie. La poésie serait un discours sémantique, c'est-à-dire purement lié à du signifiant, du signifié, et la poésie consisterait à jouer avec les mots utilisés au niveau du signifié, en les considérant surtout comme des signifiants, c'est-à-dire comme du point de vue de leur forme, d'où la rime, d'où le rythme du vers, etc., d'où le nombre de pieds. Et donc, la poésie, c'est une sorte de retour du signifiant. Le signifié évacue le signifiant dans la prose, mais en même temps, le signifiant réapparaît par la force des choses et il prend sa revanche au niveau de la poésie. Et d'ailleurs, dans les cafés philo que je suis, mon ami Gilles Roca transcrit sous forme de vers ce qui a été dit en prose, ce qui a été dit, qui n'a pas été dit. Donc, quelque part, lui aussi, il joue avec les mots, avec les signifiants, en oubliant plus ou moins le signifié. Donc, on entend des choses, on dit, tiens, il a récupéré telle et telle information, mais en réalité, il a surtout retenu des mots. Et ce qu'il donne à lire, à entendre, ne fait pas véritablement sens en réalité. J'ai toujours été très sceptique contre toute forme d'expression versifiée. Surtout quand elle est... Bon. Alors chez Nostradamus, contrairement à ce que disent la plupart des astronomologues, il ne s'agit absolument pas d'une écriture directement en vers. Et je dirais même que ce n'est pas du tout une écriture de Nostradamus. C'est une écriture versifiée à partir de Nostradamus, sauf bien entendu dans le cas de retouches ou de faux quatrains. Mais globalement, on peut retrouver dans la prose de Nostradamus, qui n'est pas dans les éditions de Century, mais qui a été conservée dans certains manuscrits, notamment le manuscrit qui conservait des présages prosaïques, qui est conservé aujourd'hui à la bibliothèque de Louvain-la-Pardieu, et qui a été édité par Chevignard en 1999 aux éditions du Seuil, mais aussi d'autres manuscrits comme celui de la Madame 62, qui ne nous est pas connu intégralement au niveau de l'imprimé. Et on voit d'ailleurs, comme je disais l'autre jour à Patrice Guinard, que le manuscrit est beaucoup plus limité que l'imprimé, parce que visiblement, l'imprimé a complété le manuscrit, et probablement ce sont des assistants qui ont complété le manuscrit de Nostradamus, et qui l'ont même d'ailleurs mis en vers.
à mon avis. Non seulement pour les centuries, mais également pour les quatrains des almanachs, qui paraissaient déjà du vivant Nostradamus, alors que les centuries ne paraîtront qu'à partir des années 1580. Et, quand ce n'est pas le cas, ce sont des fausses éditions. Des fausses éditions et des faux commentaires. Et donc, ce travail sur Virgile me paraît tout à fait passionnant parce que on est dans un processus non pas d'écriture directe, mais de quelque chose qui est remanié, qui est reformulé, qui est réexprimé autrement, et qui a abouti à une forme de nouveauté sans en être véritablement une. C'est là qui est intéressant. Bien entendu que c'est nouveau, puisque ça n'a pas été dit sous cette forme-là. Mais c'est une nouveauté qui est en réalité calquée sur quelque chose qui était déjà préétabli et préalable. Et c'est là toute l'ambiguïté, notamment de ceux qui lisent des textes, parce que lire un texte aussi, c'est créer une nouveauté. On va le lire avec une nouvelle voix, on va le jouer d'une autre façon. Ce sont des nouveautés de seconde main, si on peut dire. On peut aussi faire de la nouveauté en traduisant un texte dans une langue où il n'a pas été encore traduit. On peut faire de la nouveauté en le mettant en vers. On peut faire de la nouveauté en le lisant à l'envers, ou je ne sais pas quoi, ou en le mettant dans un autre contexte. Mais ça, c'est une nouveauté ancillaire, c'est une nouveauté qui est... c'est une forme de renaissance, si vous voulez, de renouvellement, mais ce n'est pas véritablement une nouveauté. Et on joue beaucoup sur ces mots-là pour se faire des illusions. Et notamment les femmes croient faire de la nouveauté, alors qu'en réalité, elles ne font que rafraîchir ou réchauffer des documents qui sont déjà présents.